Bonjour à tous, on va continuer le cours de la machine à courant continu. Aujourd'hui, on va voir le moteur à courant continu à excitation shunt. Ça veut dire que l'excitation elle est en parallèle. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit résumé du cours et à la fin, on va faire deux exercices d'application. Juste un rappel, on a fait jusqu'à maintenant deux vidéos concernant les machines à courant continu. On a fait une vidéo qui parle de la machine à courant continu à excitation séparée et le mode de fonctionnement, c'est le fonctionnement en moteur. Et on a fait une autre vidéo qui parle de la machine à courant continu à excitation séparée, mais le mode de fonctionnement, c'est le fonctionnement en génératrice. Dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va voir les machines à courant continu à excitation shunt. Ça veut dire que l'excitation il est en parallèle. Comme on voit ici, le schéma global de la machine à courant continu à excitation shunt. Ici, nous avons la bobine du stator et cette partie, c'est le rotor de la machine. Donc, nous avons ici le stator, il est en parallèle avec le rotor et nous avons une seule source de tension, un seul générateur de tension qui alimente le rotor et le stator. À l'inverse de la machine à courant continu à excitation séparée, nous avons la bobine du stator, elle est séparée de la bobine du rotor et nous avons deux sources de tension. Une source alimente le rotor et une source alimente le stator. Ça, d'une part. D'autre part, toutes les relations qu'on va voir dans cette vidéo concernent une machine qui est non saturée et fonctionne en régime permanent. C'est pour ça j'ai schématisé la bobine du stator et la bobine du rotor par une résistance. Parce qu'une bobine en régime permanent, elle est l'équivalent d'une résistance. Donc, ça, la résistance RF, normalement, c'est la résistance de la bobine du stator. Et la résistance RA, c'est la résistance de la bobine du rotor. Les premières relations qu'on peut extraire de ce schéma, puisque le stator il est en parallèle avec le rotor, donc ils ont même tension. Donc la tension entre la résistance RF, c'est la même tension qui est entre la résistance RA et la tension EA. Donc, j'ai ici deux relations. Si on applique la loi d'Emaille aux bornes du rotor, on va voir que la tension VA égale à EA, EA qui est la force électromotrice, il est en volts, plus la tension aux bornes de la résistance RA. La tension aux bornes de la résistance RA, c'est RA fois le courant qui traverse cette résistance qui est IA. Ça d'une part. D'autre part, la tension en borne de la résistance RF, c'est la tension VA. Si on applique la loi d'Ohm aux bornes de cette résistance, on va voir la relation 17 qui est VA égale à RF multiplié par IF. Aussi, nous avons cette relation qui est en général, nous avons la force électromotrice égale à K, une constante de la machine. La K, il dépend de la physique de la machine, multiplié par phi. C'est quoi phi? Phi, c'est le flux créé par la bobine du stator. Donc, lorsqu'on alimente la bobine du stator, cette bobine, il va créer un flux. Ce flux, c'est le flux. Multiplié par oméga. Oméga, c'est la vitesse de rotation
de l'arbre du rotor. Il est en radians par seconde. Il y a une autre relation qui est importante, puisque nous avons considéré que la machine il est non saturée. Donc, le flux créé par le stator, il est proportionnel au courant qui traverse cette bobine. Donc, je peux écrire que le flux égale à une constante Kf multipliée par le courant IF. Ça, d'une part. D'autre part, d'après la relation 19 et la relation 17, je peux déduire que le flux il est aussi proportionnel à la tension d'alimentation VA. Et cette relation, elle est vraie seulement pour cette machine. Machine à courant continu à excitation shunt. Donc, après le bilan de puissance au niveau du rotor. Donc, le rotor. Le rotor, il contient deux parties. Il contient la résistance de la bobine du rotor et la force électromotrice créée par cette bobine durant la rotation de l'arbre de rotor. Donc, la puissance absorbée par le rotor. Tout simplement, c'est la tension au bord de la bobine du rotor multipliée par le courant qui traverse le rotor qui est IA. Donc, la puissance totale absorbée par le rotor égale à VA fois IA. Et cette puissance, il sera perdue par F joule dans la résistance du rotor. Et il y a l'autre partie qui sera consommée par la force électromotrice EA, qui est EA fois EA. Donc ici, nous avons la puissance absorbée par le rotor égale à la puissance consommée par la force électromotrice plus les pertes joules dans le rotor. Et cette relation, je peux déduire cette relation à partir de cette relation 16. Si je multiplie ici par EA et je vais multiplier ici par EA, je vais avoir cette relation. Comme j'ai dit, PE, c'est la puissance d'entrée du rotor ou la puissance absorbée par le rotor. Le PEM qui est égal à EA fois EA, c'est la puissance électromagnétique. Et PRG qui est RA fois EA à la 2, c'est les pertes joules dans la résistance du rotor. Il y a aussi une relation qui est importante concernant la puissance électromagnétique. Donc la puissance électromagnétique soit égale à EA fois EA, soit égale à TEM, qui est le couple électromagnétique multiplié par la vitesse de rotation. Et aussi, nous avons une autre relation qui est importante concernant le couple électromagnétique. Le couple électromagnétique égale à le K, la constante qu'on a parlé tout à l'heure, qui dépend de la physique de la machine, multiplié par le flux, multiplié par le courant qui traverse la bobine du rotor, qui est IA. Aussi, à partir de toutes ces relations, de 16 à 23, je peux extraire la caractéristique d'une machine à courant continu à excitation séparée. Pardon, c'est pas à excitation séparée, mais à excitation shunt. Ici, normalement, il faut être à excitation shunt. Cette relation, nous avons ici la caractéristique, normalement, la caractéristique, c'est le couple électromagnétique en fonction de la vitesse de rotation. Donc, comme j'ai dit, à partir de toutes ces relations, je peux déduire que le couple électromagnétique égale à Kφ à la 2 divisé par Ra fois oméga 0. Oméga 0, c'est la vitesse de base ou la vitesse lorsque le couple
le couple égale à, lorsque le couple égale à 0. Donc, nous avons la vitesse de base égale à VA divisé par Kφ. Et cette vitesse, elle est constante pour la machine à courant continu à excitation chaîne. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, que le flux, il est proportionnel à la vitesse, à la tension d'alimentation VA. Si je vais remplacer la relation 20 ici, je vais simplifier par VA au numérateur et au dénominateur. Donc, on va voir que oméga 0, il est constant. Donc, le couple électromagnétique égale à ce terme, moins Kφ à la 2 divisé par R multiplié par la vitesse de rotation. Si on trace cette caractéristique, donc on va voir cette courbe. Donc ici nous avons la vitesse de rotation et ici nous avons le couple électromagnétique. Et si je vais tracer cette fonction, je vais avoir une droite. C'est exactement la même chose que la caractéristique d'une machine à courant continu à excitation séparée. Et le mode de fonctionnement moteur. La différence, c'est que pour la machine à excitation chaîne, nous avons oméga 0 égale à, il est constant. Donc, si on varie la tension d'alimentation VA, ce qui va changer seulement la pente. Donc, on va voir peut-être une droite comme ça, peut-être une droite comme ça, peut-être une droite comme ça. Et ce point, il va rester sur place, il va rester ici. Donc, il est constant. Par contre, si on change la tension d'alimentation pour une machine à excitation séparée, ce point, il va se déplacer, soit ici, soit ici. Et la pente, il va rester le même. Donc, si on change la tension d'alimentation, on va voir des droites qui sont en parallèle. Ici, non. Si on change la tension d'alimentation, ce point, il va rester dans cette place. Et ce qu'il va changer, tout simplement, les pentes. Donc, on va voir ici une droite comme ça, ou peut-être une droite comme ça. Pour le rendement de la machine, tout simplement, le rendement, il est par définition, c'est la tension de sortie, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. La puissance de sortie, c'est la puissance mécanique utile. Donc ici, nous avons la puissance utile divisée par la puissance absorbée. La puissance utile, tout simplement, c'est le couple utile multiplié par la vitesse de rotation. Et la puissance absorbée par la machine, tout simplement, c'est la tension VA multipliée par le courant IA. Maintenant, on va voir le diagramme des puissances. Donc, on a déjà vu ce diagramme des puissances pour la machine à excitation séparée fonctionnement au moteur. On a déjà vu ce diagramme de puissance de la machine à excitation séparée fonctionnement en génératrice. Aujourd'hui, on va voir le diagramme de puissance de la machine à excitation chaîne. Bien sûr, le fonctionnement en moteur. Comme on a dit, la puissance, ici nous avons la puissance d'entrée. La puissance d'entrée, comme on a dit, est égale à VA multiplié par I. Cette puissance, il sera divisée en deux parties. Une partie sera perdue par Fj dans le rotor et l'autre partie dans le stator. Et l'autre partie qui va rester sera transformée en puissance électromagnétique qui est égale à le couple électromagnétique multiplié par la vitesse de rotation ou égale à la force électromotrice multipliée par
le courant du rotor. Et cette puissance, il sera divisé en 3 parties. Une partie sera perdue par sont des pertes fer. L'autre partie sont des pertes mécaniques. Et la grande partie, c'est la puissance utile ou la puissance mécanique, qui égale le couple utile multiplié par la vitesse de rotation. Les pertes fer et les pertes mécaniques, en général, on les appelle les pertes collectives. Donc, la puissance électromagnétique, il sera divisée en 2 parties. Les pertes collectives, qui sont les pertes fer plus les pertes mécaniques, et la puissance utile, qui égale le couple utile multiplié par la vitesse de rotation. Maintenant, on va faire les exercices. Donc, nous avons ici 2 exercices. On va commencer par le premier exercice. Donc, ici, nous avons un moteur shunt de puissance utile égale à 3 kW, tourne à une vitesse qui égale à 1500 tours par minute. Calculer la question, calculer le couple utile en newton mètre. Les données de cet exercice, de cette question. Donc ici nous avons, ils ont donné la puissance utile qui égale à 3 kW et ils ont donné aussi la vitesse de rotation en tours par minute. Donc si on applique la relation 26, nous avons la relation 26, il dit que la puissance utile égale à le couple utile multiplié par la vitesse de rotation. Donc ici nous avons le couple utile égal à la puissance utile divisé par la vitesse de rotation. Application numérique, nous avons la puissance utile 3 kW qui est 3000 watts divisé par la vitesse de rotation en radians par seconde. Donc pour convertir cette vitesse en radians par seconde, on va remplacer tour par 2P et on va remplacer minute par 60. Donc si on fait le calcul, on va trouver que le couple utile égale à 19 Nm. La deuxième question, nous avons la force électromotrice de cette machine égale à 210 volts à cette vitesse de rotation. La question A, si nous avons la résistance de la bobine de rotor égale à 1 watt, 1 ohm, le courant qui traverse cette résistance IA égale à 20 ampères, calculer la tension d'alimentation du rotor VA. On va dessiner le schéma global de notre machine. Donc ici nous avons la résistance du rotor. Ici nous avons, ici le stator. Ici nous avons le rotor. Ce qui est donné dans l'exercice, RA égale à 1 ohm, EA égale à 210 volts et IA égale à 20 ampères. Donc, si on applique cette relation qui dit que VA égale à EA plus RA fois IA, donc EA égale à 210 plus RA égale à 1 multiplié par EA qui égale à 20. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que VA, la tension d'alimentation de la machine, égale à 230 volts. La question B, déduire le courant absorbé par l'inducteur, ça veut dire la bobine du stator, sachant que RF égale à 100 ohms. Dans cette question, nous avons déjà la résistance RF égale à 100 ohms et nous, on cherche ce courant IF. Donc, on va appliquer cette relation. Nous avons VA égale à RF multiplié par IF. Donc, IF égale à VA divisé par RF. VA égale à 230, RF égale à 100. Si on fait le calcul, on va trouver que IF égale à 2,3 ampères. La dernière question de cet exercice, on va calculer la puissance absorbée par la machine. Ça veut dire la puissance totale absorbée par le moteur à courant continu à excitation shunt.
Pour calculer cette puissance, la puissance absorbée, il faut d'abord calculer le courant total absorbé par la machine, qui est I. Donc, si on applique la loi du nœud ici, nous avons le courant I égal à le courant F plus le courant IA. Donc, nous avons I égal à IA plus IF. Nous avons déjà calculé IA et IF. Si on remplace, on va trouver que I égale à 22,3 ampères. Donc, d'après les relations qu'on a vues, la puissance absorbée totale égale à VA fois I. Si on remplace, nous avons VA égale à 230 multiplié par le courant I, on va trouver que la puissance absorbée égale à 5129 watts. La deuxième exercice. Donc, nous avons un moteur shunt est alimenté sous une tension constante qui égale à 200 volts. Il absorbe un courant de 22 ampères. La résistance de l'inducteur est de 100 ohms, ça veut dire la résistance RF. Celle de l'induit égale à 0,5 ohms, RA. Les pertes constantes sont égales à 200 watts. Ça veut dire les pertes constantes, ça veut dire les pertes fer et les pertes mécaniques. La première question, il vous demande de calculer les courants d'excitation IF et le courant de l'induit IA. Donc, ici, nous avons notre machine, ce qui est donné VA, I, RA et RF. Ce qui est demandé, il faut calculer IA et le courant IF. On va commencer pour calculer le courant IF. Nous avons VA égale à RF fois IF. Donc IF égale à VA divisé par RF. Si on remplace, IF égale à 200 volts divisé par 100 ohms égale à 2 ampères. Le courant IF égale à 2 ampères. Si on applique la loi d'Ino ici, nous avons I égale à IA plus IF. Donc, IA égale à I moins IF. Si on remplace, nous avons IA égale à 22 qui égale à I moins 2 qui égale à IF. Donc, IA égale à 20 ampères. La deuxième question, on va calculer la force électromotrice. Pour calculer cette force, on va appliquer cette relation. Nous avons VA égale à EA plus RA fois IA. Donc, nous avons EA égale à VA moins RA fois IA. Si on remplace, on va trouver que EA égale à 190 volts. La troisième question, on va calculer les pertes par effijoule dans l'inducteur et dans l'induit. On va commencer par le calcul des pertes joules dans l'inducteur, dans l'oscillateur. Donc ici nous avons les pertes joules dans l'oscillateur égale à RF fois IF à la 2. Si on remplace, on va trouver que ces pertes égale à 400 watts. Les pertes joules dans l'induit, nous avons les pertes joules égale à RA multiplié par EA à la 2. Si on remplace, on va trouver que ces pertes égale à 200 watts. La quatrième question, on va calculer la puissance absorbée, la puissance utile et le rendement de la machine. La puissance absorbée. Nous avons la puissance absorbée PA égale à VA multiplié par le courant I. Si on remplace, on va trouver que cette puissance égale à 4000 watts. Pour calculer la puissance utile, on va utiliser le diagramme de puissance. Comme on voit ici, nous avons la puissance électromagnétique qui est égale à EA multiplié par IA égale à
les pertes collectives qui est dans l'exercice qui est égal à 200 watts plus la puissance utile. Donc la puissance utile égale à la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. Comme on a dit, la puissance électromagnétique égale à les pertes collectives qui est égale à 200 watts plus la puissance utile. Donc la puissance utile égale à la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. La puissance électromagnétique égale à EA fois IA moins les pertes collectives. Si on remplace, on va trouver que la puissance utile égale à 3600 watts. Pour le rendement, comme on a dit, le rendement égale à la puissance utile divisé par la puissance absorbée. Juste une rectification pour la puissance absorbée. J'ai écrit avant égale à 4000 watts. Mais pour le calcul de cette puissance, j'ai utilisé la valeur de IA et je n'ai pas utilisé la valeur de I. Donc normalement, comme la relation que j'ai écrite, la puissance utile égale à VA fois I. Donc si on multiplie ça fois ça, on va voir 4400 watts. Pour le rendement, comme on a dit, la puissance utile divisée par la puissance absorbée, on va trouver que ce rendement est égal à 81,82%. La cinquième question, on veut limiter à 30 ampères l'intensité dans l'induit au démarrage. Quelle doit être la valeur de la résistance de rhéostat de démarrage? Donc, dans cette question, on veut limiter le courant de l'induit, qui est le courant IA. Donc, on va installer, enserrer avec la bobine du rotor, un rhéostat, une résistance variable ici. Et on veut limiter le courant de démarrage IA à 30 ampères. Donc, quelle est la valeur de cette résistance? Donc, lorsqu'on branche la résistance de rhéostat enserrée avec la résistance du rotor, la résistance équivalente, c'est la somme de deux résistances RA plus la résistance du rhéostat. Donc, nous avons cette relation. Nous avons la tension VA égale à EA, la force électromotrice, plus RA plus R fois le courant du rotor. Et on sait aussi que la force électromotrice, elle est proportionnelle à la vitesse de rotation. Ça d'une part. D'autre part, au démarrage, la vitesse, elle est nulle, égale à 0. Donc, d'après cette relation, au démarrage, nous avons la force électromotrice égale à 0 V. Donc, cette relation, il devient VA égale à RA plus R fois IA. D'où, si on isole la résistance R, on va trouver que R égale à VA divisé par 30 moins RA. Si on fait application numérique, donc la résistance qui limite le courant des stators à 30 ampères, c'est la résistance qui est égale à 6,16 ohms. La sixième question et la dernière question, on équipe le moteur d'un rhéostat de champ. Indiquez son rôle, dans quelle position doit se trouver le rhéostat du champ au démarrage. Justifiez votre réponse. Donc, ici dans cette question, puisque nous, on veut installer un rhéostat de champ. Donc, il sera branché, enserré avec la bobine du stator. Donc, d'après cette relation, nous avons vu que le flux égale à Kφ fois I, une constante, Kφ fois le courant IF. Et nous avons VA égale à
la tension VA, c'est la tension aux bornes de ces deux résistances, le rhéostat et la résistance RF. Et nous avons la vitesse de démarrage égale à VA divisé par Kφ. Si on remplace Φ par cette relation qu'on a déjà vue, Kφ divisé par RF plus R fois VA, on va trouver que la vitesse de démarrage égale à RF plus la résistance de rhéostat divisé par une constante. Donc ici, si on augmente cette résistance, on va augmenter la vitesse de démarrage. Si on diminue cette résistance, on va diminuer cette vitesse de base oméga 0. Donc ici, il y a une relation proportionnelle avec la vitesse de base oméga 0 avec la résistance R. Si on augmente cette résistance, la vitesse de base il va augmenter. Si on diminue cette résistance, la vitesse de base il va diminuer. Donc il vaut mieux au démarrage que cette résistance soit au maximum pour avoir une vitesse de base qui est au maximum aussi.